Cesaro est l'un des lutteurs les plus sous-estimés au monde aujourd'hui. Réalistiquement, il pourrait être placé dans le tableau des événements principaux de n'importe quelle compagnie à tout moment car il a prouvé à maintes reprises qu'il est l'un des meilleurs performeurs en offrant continuellement des matchs vraiment exceptionnels. Peu importe qu'il soit sur le circuit indépendant ou à la WWE, ça ne semble pas faire de différence, il excelle partout où il va. Avec des éloges constants de la part de nombreuses légendes de l'industrie, il est devenu une sorte de lutteur accompli, un véritable catcheur à l'image de William Regal une génération avant lui. Mais atteindre ce niveau n'est évidemment pas arrivé du jour au lendemain. Se révélant maintenant pleinement du côté de l'AEW, son arrivée au sommet n'a pas été chose facile. C'est pour cela que je vous invite aujourd'hui à découvrir avec moi la carrière d'Antonio Cesaro, alias Claudio Castagnoli, The Swiss Superman. I don't care. I don't care anymore. I don't care about winning. I don't care about losing. I'm going to take you to that bad place that I'm in right now. I'm going to take you there with me. Come what may. I'm going to beat you, I'm going to swing you, and I'm going to hurt you. Doesn't matter if I win or lose. You are coming to that place with me. Claudio Castagnoli est né le 27 décembre 1980 à Lucerne en Suisse. C'est là qu'il a développé un vif intérêt pour le sport dès l'enfance, notamment pour le tennis, le basketball et bien sûr le catch professionnel. Son attrait pour cette discipline s'est manifesté avec ses lutteurs préférés qui comprenaient des grappleurs de l'ancienne école, comme Bruno Sammartino, Bob Backlund, Karl Gotch et évidemment William Regal. Il n'est donc pas surprenant que lorsqu'il a commencé à s'entraîner en 2000, il ait développé un style très similaire à ses figures, un style beaucoup plus enraciné dans le catch européen. Cette formation initiale a été assurée par Sigma Starapo, une autre superstar suisse qui a pu montrer les ficelles du métier à Castagnoli en vue de ses débuts sur le ring le 24 décembre de cette année-là. Le jeune natif de Lucerne a alors commencé à travailler au sein de la promotion allemande Westside Extreme Wrestling. Bien sûr, il n'en avait pas encore complètement fini avec son entraînement. Ayant déjà la capacité de parler 5 langues, Claudio avait une forte envie d'acquérir autant de connaissances que possible, et c'est avec cette ambition en tête qu'il se rendit en Angleterre où il reçut une formation supplémentaire dans l'art du catch professionnel de la part de Dave Taylor. Peu de temps après, il fut présenté à Chris Hero et Mike Quackenbush. Les deux hommes, impressionnés par ses talents, l'invitèrent à venir aux États-Unis et à y lutter pour la première fois. Il commença à se produire pour la fédération Chikara et il ne fallut pas longtemps avant qu'il soit également recruté par d'autres promotions comme Combat Zone Wrestling, Pro Wrestling Guerrilla et la Ring of Honor. Et les choses continueraient à s'épanouir après ça car en 2004, 2005 puis 2006, la réputation du Swiss Superman ne cessait de grandir. Il réussit également à remporter les titres par équipe dans les fédérations Chikara, CZW et ROH avec son partenaire Chris Hero, et à ce moment-là, les deux prenaient le nom de Kings of Wrestling. Tout ce succès précoce finit par évidemment attirer l'attention de la WWE. Au départ, il fut seulement engagé comme figurant, apparaissant en tant qu'agent de police dans un segment en coulisses. Mais cela se transformera rapidement en un contrat de développement avec la compagnie et il fut envoyé à la Deep South Wrestling pour développer ses compétences, ce qu'il acceptera avec enthousiasme. Malheureusement, les choses ne se passèrent pas comme prévu pour le King of Swing et il fut libéré de son contrat peu de temps après l'avoir signé. Ça l'a ensuite forcé à retourner sur le circuit indépendant où, animé d'un désir supplémentaire de prouver sa valeur, il a livré certaines des meilleures performances de sa carrière et il a tourné le dos à son partenaire Chris Hero, déclenchant une rivalité entre les deux. Suite à ça, il a commencé à gravir les échelons en solo à la Ring of Honor, remportant le tournoi Race to the Top de la compagnie le 28 juillet 2007 après avoir battu El Generico en finale, puis affrontant le champion du monde de la ROH Takeshi Morishima un mois plus tard. Et bien qu'il n'ait pas réussi à remporter la ceinture à ce moment-là, il laissait en parallèle libre cours à son côté plus comique à Chikara. Là-bas, il a commencé à jouer un personnage masqué nommé A Very Mysterious Ice Cream faisant partie du groupe Los Ice Creams. Malgré ça, son avenir résidait dans le catch sérieux, et en juin 2008, il a franchi une nouvelle étape vers le sommet en battant Bryan Danielson lors d'un show de la Ring of Honor. Cette victoire a valu à Castagnoli une seconde chance pour le titre mondial de la ROH un mois plus tard, mais il a de nouveau échoué face à Nigel McGuinness qui détenait toujours la ceinture. Cette défaite l'a conduit à devenir un heel et à rejoindre le groupe de Prince Nana, The Embassy. Pendant ce temps, à Chikara, il a commencé une rivalité avec Brody Lee, qui les a fait s'affronter dans le premier match en cage de la compagnie le 19 octobre 2008 où Castagnoli est sorti vainqueur. Mais qu'il gagne ou perde, cela n'avait finalement pas d'importance car rien ne semblait pouvoir ralentir l'élan du Swiss Superman. En 2009, il s'était même réconcilié avec Chris Hero, les deux se réunissant pour faire équipe à nouveau aux États-Unis et au Japon dans le cadre de Pro Wrestling Noah. Pendant qu'il a remporté les titres mondiaux par équipe de la ROH contre les Briscoe Brothers, Claudio formait également une nouvelle faction heel à Chikara nommée Bruderschaft des Creuseux ou la Confrérie de la Croix. Cette union a vu le jour après une amère rivalité avec Eddie Kingston qui les a opposés dans un excellent respect match le 29 novembre 2009 lors de l'événement Free Fisted Tales. Et bien qu'il ait remporté le combat cette nuit-là, le futur Cesaro n'a pas réussi à obtenir le respect de Kingston. Frustré, il a alors créé cette nouvelle équipe pour le soutenir à l'avenir et s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Avec son clan maintenant à ses côtés, Castagnoli a commencé une grande série de victoires. Notamment avec son coéquipier Harris, ils ont remporté les titres par équipe de la Campeón de Parejas de Chikara, faisant de lui le premier double champion par équipe de l'histoire de la promotion. Pendant ce temps, du côté de la ROH, les Kings of Wrestling continuaient d'enchaîner les victoires contre des équipes comme Shelton Benjamin et Charlie Haas.
En fait, le 4 janvier 2011, les Kings of Wrestling étaient devenus les champions par équipe les plus longtemps couronnés de l'histoire de la Ring of Honor, dépassant le précédent record de 275 jours détenu par les Briscoe Brothers. Lorsque leur règne a pris fin le 1er avril de cette année-là, ils avaient été champions pendant un total impressionnant de 363 jours. Avant ça, le King of Swing avait atteint un autre succès de grande envergure en remportant son premier titre majeur en solo aux États-Unis. Il a battu Brandon Gatson, Joey Ryan et Chris Hero lui-même dans un Fatal 4-Way match pour devenir le nouveau champion du monde de la Pro Wrestling Guerrilla le 9 octobre 2010. Au show The Curse of Gorilla Island, il a défendu ce titre contre une série de challengers comme Loki et El Generico, le conservant pendant 287 jours. À ce stade, ayant dominé presque toutes les divisions par équipe qu'il avait rencontrées et ayant finalement réalisé son ambition de remporter un titre mondial, Castagnoli commença à sentir que la scène indépendante n'avait plus grand chose à lui offrir en termes de nouveaux succès, et qu'il était temps pour lui de passer à l'étape suivante. Heureusement, c'est à ce moment-là que la WWE l'a de nouveau contacté et lui a fait signer un autre contrat de développement en septembre 2011, l'envoyant à la Florida Championship Wrestling où il a commencé à travailler sous le nom d'Antonio Cesaro. Antonio Cesaro a fait ses débuts sur le ring de la FCW ce même mois, perdant contre Seth Rollins lors d'un live event. Il a ensuite fait ses débuts à la télévision en octobre, trouvant plus de succès cette fois-ci en battant Mike Dalton. Ce fut le début d'une série de victoires qui s'est poursuivie jusqu'en février 2012, moment où le Swiss Superman s'était fermement établi comme l'une des principales stars de la branche de développement. En 2012, il a à différents moments défié les différents champions pour les titres de Florida Tag Team Championship et le titre FCW 15. Bien qu'il n'ait pas réussi à remporter l'un ou l'autre, les matchs eux-mêmes, en particulier la série de matchs, étaient remarquables. Les matchs qu'il a eus avec Richie Steamboat pour le titre FCW 15 ont suffi à attirer l'attention des responsables qui l'ont appelé dans le roster principal le 20 avril de la même année. Là, il a été initialement présenté comme un ancien membre de la milice suisse et plus tard comme un joueur de rugby professionnel banni en raison de son agressivité excessive. Il s'est rapidement attelé à prouver à quel point il était une menace dangereuse en remportant le titre des États-Unis contre Santino Marella lors du pay-per-view de SummerSlam le 19 août. De là, il a ensuite enchaîné une série de défenses réussies, battant des adversaires tels que Zack Ryder, R-Truth et The Miz sur le roster principal. Pendant cette période, Cesaro continuait de relever des défis à NXT, affrontant notamment Tyson Kidd et Adrian Neville, mais cette série prendrait fin en avril 2013 lorsque Kofi Kingston, futur champion WWE, réussirait enfin à lui raviver le titre. Malgré ça, Cesaro ne ralentit pas. Il retourna à NXT, devenu pour lui une sorte de seconde maison et une série de matchs mémorables avec Sami Zayn, notamment un match 2 out of 3 fall incroyable lors de l'épisode du 21 août 2013. Pendant ce temps, il formait de nouvelles alliances sur le roster principal en s'associant à Jack Swagger et Zeb Colter pour former les Real Americans. Ensemble, ils visaient rapidement les titres par équipe et parviennent même à battre les champions au titre de l'époque, Cody Rhodes et Goldust, lors d'un match sans les titres en jeu. Et malgré leurs efforts, ils ne réussissent finalement pas à remporter les ceintures eux-mêmes. Mais à ce stade, les fans commençaient déjà à soutenir l'idée du King of Swing en tant que star solo. Et en effet, une sorte de campagne spontanée avait déjà commencé à cette époque, alors qu'un groupe de fans commençait à venir au show avec des pancartes disant Cesaro Section, laissant savoir à la compagnie qui ils étaient venus voir. En voyant ça, la WWE décida d'essayer d'en tirer parti en raccourcissant son nom sur le ring à simplement Cesaro et en le plaçant dans le match de l'Elimination Chamber pour déterminer le champion du monde poids lourd de la WWE début 2014. Bien sûr, il n'a pas gagné cette nuit-là, mais il parvient à obtenir une victoire clean sur le champion Randy Orton lors d'un match sans titre lors d'un épisode de SmackDown peu après, appuyé par une pop monumentale. Il semblait enfin que le Superman suisse allait percer et à WrestleMania 30, il remporta la première bataille royale commémorative d'entrée les géants en éjectant le Big Show par-dessus la troisième corde sous une pop monumentale et un signe de respect offert par le Big Show. Une référence au célèbre slam de Hulk Hogan sur le géant à WrestleMania 3. Le lendemain de cet événement, le nouveau chemin de Cesaro fut consolidé lorsqu'il se sépara de Jack Swagger et de Zeb Colter. À la place, il trouva un nouveau manager en la personne de Paul Heyman qui immédiatement le surnomma le King of Swing en référence à son mouvement préféré des fans, le Big Swing. Mais alors que l'association avec Heyman aurait dû être bénéfique pour sa carrière, ça a plutôt eu tendance à le faire paraître de moins d'envergure car Paul passait plus de temps à parler de Brock Lesnar que de Cesaro chaque fois qu'ils entraient ensemble sur le ring. On dit aussi que Cesaro aurait reçu l'ordre d'arrêter d'utiliser son Big Swing à cette époque car la WWE voulait le présenter comme un heel et trouvait que ce mouvement recevait trop d'acclamations par le public. Pour couronner le tout, il semblait incapable de décrocher une victoire significative, perdant régulièrement contre des adversaires comme Rob Van Dam, Sheamus et Big E. En juillet, son partenariat raté avec Paul Heyman prit fin, mais cela ne fit qu'aggraver les choses. Car pendant le reste de l'année 2014, Cesaro continuait à perdre contre des adversaires comme Dean Ambrose, John Cena, Dolph Ziggler et son ancien partenaire Jack Swagger. Mais toujours aussi déterminé, Cesaro persista malgré tout. Il forma une équipe avec Tyson Kidd qu'ils baptisèrent finalement le Brass Ring Club de manière non officielle. Ensemble, ils connaissent un certain succès dans la division par équipe, remportant même les titres par équipe face aux Usos à Fastlane le 22 février 2015. Ce succès se poursuivit jusqu'au début de l'été, moment où leur élan fut brusquement interrompu. La carrière de Kidd prit fin de manière tragique après une blessure à la colonne vertébrale causée par un muscle buster mal exécuté par Samoa Joe, le mettant hors du ring de manière permanente et brisant l'unité alors qu'il gagnait en momentum. J'ai également fait une vidéo sur la carrière de Tyson Kidd et croyez-moi, elle en vaut le détour, n'hésitez pas à aller la voir. Après ça, plutôt que de se lamenter sur son sort, Cesaro répondit à ce revers en tentant une fois de plus de s'établir en tant que star solo.
Il répondit à l'US Open Challenge de John Cena lors de l'épisode de Raw du 29 juin et bien qu'il n'ait pas remporté le titre ce soir-là, il obtient une victoire par disqualification sur le champion. Ça les emmènera à un match revanche la semaine suivante, considéré par beaucoup comme un classique instantané et comme le meilleur match de tout le règne de Cena en tant que champion des États-Unis. Après avoir clôturé le show avec leur match ce soir-là, John Cena a reconnu le talent de Cesaro devant le public en direct, leur faisant savoir que selon lui, le Swiss Superman devait être en main event chaque soir. Avec ces paroles élogieuses de la part de la star la plus importante de la compagnie, il semblait pour un temps que Cesaro pourrait enfin bénéficier d'un nouveau push. Tout au long de l'année 2015, il a accumulé des victoires contre des adversaires tels que Rusev, Sheamus et Kevin Owens, et il a également réussi à atteindre les demi-finales du tournoi pour couronner le nouveau champion de WWE lors des Survivor Series de cette année-là, étant éliminé finalement par le vainqueur Roman Reigns. Malheureusement, tout l'élan qu'il avait réussi à construire a été une fois de plus stoppé lorsque Cesaro a subi une déchirure du tendon de l'épaule gauche. Cette blessure arrivée peu après les Survivor Series l'a mis hors de combat pendant les 5 mois suivants et l'a empêché de participer à WrestleMania 32 l'année suivante. Il est finalement revenu le lendemain de WrestleMania le 4 avril 2016 et il semblait complètement revigoré, notamment après avoir ajouté de nouveaux éléments à son personnage comme une nouvelle entrée où il descendait vers le ring en enlevant un costume d'affaires à la manière du Rock à l'époque. A partir de là, Cesaro fut à nouveau intégré dans l'image du haut de la mid-card lorsqu'il battu Kevin Owens pour devenir l'aspirant numéro 1 au titre intercontinental. Et à Extreme Rules, le 22 mai, il obtient sa chance pour ce titre. Bien que le match se soit déroulé dans un Fatal 4-Way comprenant également Owens, Sami Zayn et à l'époque le champion The Miz et qu'il n'ait pas réussi à remporter la ceinture cette nuit-là, il prouva une fois de plus ce que tout le monde savait déjà, que le Suisse était l'un des meilleurs performeurs non seulement à la WWE mais dans le monde entier. Lui et ses adversaires offrirent l'un des matchs les plus sous-estimés de l'histoire récente de la WWE, un véritable joyau caché. Si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir après cette vidéo. À cette époque, il semblait que tout le monde pouvait voir ce que Vince McMahon ne voyait pas, que Cesaro était dans une ligue à part. Et dans les faits, plusieurs figures importantes de l'industrie commencèrent même à critiquer la compagnie pour ne pas le pousser davantage et pour mal l'utiliser dans un rôle de milieu de carte alors qu'il pouvait offrir tellement plus. Parmi les voix les plus expérimentées, on trouvait Mick Foley qui pensait que Cesaro ferait un excellent champion du monde et qui était perplexe devant le traitement de la WWE à son égard. En plus de Ric Flair qui prit également position pour chanter les prouesses du Suisse en affirmant qu'il méritait d'être champion et qu'à l'époque personne n'apportait autant sur le ring que lui. Flair ajouta même qu'il aurait aimé devenir son manager à l'écran. Et ce n'était pas seulement ces deux-là, de nombreux autres superstars mettraient en lumière des sentiments similaires dans les années qui suivirent, des légendes comme Steve Austin aux stars modernes comme Drew McIntyre. De 2013 à 2016, les lecteurs du Wrestling Observer Newsletter de Dave Nesler ont voté Cesaro comme le performeur le plus sous-estimé de l'industrie. L'homme lui-même ne pouvait s'empêcher de laisser échapper sa frustration lorsqu'après avoir été drafté à Raw en juillet 2016, lors d'une interview en coulisses, il exprima sa frustration d'avoir été choisi tardivement, estimant qu'il aurait dû être au moins dans le top 10. Il pensait qu'il aurait pu exceller davantage dans un show plus orienté vers le catch comme SmackDown à l'époque. Malheureusement, la seule opinion qui semblait vraiment compter était celle de Vince McMahon, qui voyait visiblement Cesaro comme un joueur polyvalent en excellant notamment dans un rôle en équipe. C'est pourquoi, mi-2016, après une feud avec Sheamus qui nous a offert une série de 7 matchs, les natifs irlandais et suisses se sont associés pour former The Bar. Un duo de travailleurs robustes et puissants qui semblait être la combinaison parfaite dès qu'on les voyait ensemble pour la première fois. Ensemble, le Bar a pulvérisé la division par équipe de Raw dans les mois qui ont suivi, battant finalement The New Day à Roadblock End of the Line le 18 décembre 2016 pour remporter les titres par équipe de ce roster. Et bien que ça ait été finalement un règne court, le duo a continué à maltraiter et à blesser tous leurs adversaires jusqu'en 2017 et 2018. En fait, d'ici juin de cette même année, ils ont réussi à récupérer les titres après avoir battu les Hardy Boys dans un match en cage incroyable, marquant ainsi le 3e règne de Cesaro avec ses ceintures. Au moment où ils ont été draftés à SmackDown le 17 avril 2018, le duo avait réussi à accumuler 4 règnes au total avec les titres par équipe de Raw. Maintenant confrontés à une toute nouvelle division à affronter du côté de la marque bleue, ils ont laissé ça derrière eux et ont commencé à se concentrer sur les titres par équipe de SmackDown. Ils ont fini par remporter ces titres également lors du 1000e épisode de SmackDown en battant leurs anciens rivaux, The New Day. De là jusqu'à WrestleMania l'année suivante, The Bar est resté une force dominante dans la division par équipe. Il semblait à ce stade que c'était le niveau maximum que Cesaro pourrait jamais atteindre sous la direction de Vince McMahon, une réalité avec laquelle les fans avaient maintenant largement dû faire face. Pourtant, il restait un dernier espoir lorsque The Bar a été séparé lors de la draft de 2019 et que Cesaro était transféré à Raw, recommençant à travailler en solo. Il a introduit un nouveau twist à son personnage, refusant aux intervieweurs de lui poser qu'une seule question en coulisses tandis qu'il livrait sur le ring une série de matchs excellents avec Ricochet. Ça a conduit à encore plus de performances remarquables alors que le roi du swing revigoré prenait en charge des matchs contre Aleister Black à Extreme Rules en juillet, suivi du match de l'année contre Ilja Dragunov à NXT UK TakeOver Cardiff en août. Néanmoins, après ça, il se retrouva une fois de plus du côté de la marque bleue où, à la déception de nombreux fans, il est revenu à la division par équipe en commençant à faire équipe avec Shinsuke Nakamura et Sami Zayn. Normalement, l'idée de voir ces 3 hommes ensemble aurait été excitante, mais leur traitement par la compagnie laissait peu de doute quant à leur destin en tant que performeurs au sein de la mid-card. Mais malgré ça, ils ont connu un certain succès ensemble et lorsque Sami Zayn a disparu de la télévision pendant les premiers mois de 2020, Cesaro et Nakamura se sont reformés en équipe à 2. Ils ont finalement remporté les titres par équipe de SmackDown des New Day, marquant le 2e règne du Swiss Superman sur la marque bleue et son 7e règne global avec ses ceintures depuis leur perte.
Finalement, quelques mois plus tard, Cesaro se voit recevoir un énorme push après une victoire dans un match complètement fou contre Daniel Bryan lors de l'épisode du 15 janvier de SmackDown. Les deux hommes auront alors une petite rivalité qui sera suivie par le face turn de Cesaro offrant son respect avec une seconde victoire sur l'American Dragon. Cette nouvelle attitude ainsi que cette nouvelle opportunité de faire face au main eventer était une occasion unique pour le Suisse de gravir les échelons avec déjà plusieurs victoires sur d'anciens champions du monde comme Dolph Ziggler ou Bryan, et ça laissait réellement présager un véritable regain d'intérêt de la part de l'équipe créative. Ce push sera finalement confirmé après l'attaque de Seth Rollins la semaine suivante, suivant sa promo dans laquelle il offrait la possibilité au roster de SmackDown d'embrasser sa vision afin de rejoindre ses rangs dans une gimmick légèrement plus évoluée que la précédente du Messie. À la fin de ce segment, Cesaro sera le seul à rester aux abords du ring et fait bien comprendre à Rollins qu'il débloque complètement, ce qui le poussera à l'attaquer par derrière avant d'être sauvé par Daniel Bryan. Il sera même intégré dans le match Elimination Chamber pour tenter de devenir aspirant au titre universel de Roman Reigns mais ne parviendra malheureusement pas à remporter la victoire, mais le Suisse Superman aura bientôt l'occasion d'atteindre les sommets. Après cette défaite, Cesaro viendra à la rencontre de l'homme qui l'a attaqué il y a 2 semaines, Seth Rollins. Et dans ce segment, c'est là que culmine tout le génie de Rollins car il parvient à mettre en valeur Cesaro dans tous les aspects en mettant de côté sa plus grosse faiblesse, son aptitude au micro. S'en suivra leur match exceptionnel à WrestleMania en nuit 1, l'un des meilleurs de l'histoire de ce show et des deux rivaux qui marquent d'ailleurs le premier match en solo pour Cesaro à WrestleMania après 10 ans au sein de la compagnie. N'hésitez pas à aller le revoir à la fin de cette vidéo pour vous rendre compte du talent de ces deux hommes, mais ce soir-là, c'est bien Cesaro qui obtiendra la victoire dans une émotion totale devant le retour du public au plus grand show de l'année. Une semaine plus tard, au SmackDown suivant, le champion universel Roman Reigns ouvre le show avec sa présence imposante avant d'être interrompu par Cesaro qui semble fortement convoiter le titre posé sur l'épaule du chef tribal. Mais Roman ne compte pas l'écouter et quitte le ring laissant notre Suisse dans l'embarras. Au cours de la soirée, Cesaro demande un match contre Reigns pour le soir même et est mis en valeur par son ancien mentor, Paul Heyman. Finalement, il accédera bien au main event, mais contre Mr. Main Event, Jey Uso. Un jeu de piste interminable pour accéder à son rêve et qui est pour l'instant aux mains de Roman Reigns. Alors que Cesaro et Jey sont en train de disputer leur match, Rollins attaque Cesaro une nouvelle fois, déclarant que leur guerre n'est pas terminée. Avec Rollins impliqué dans la rivalité, il remporte son deuxième affrontement contre Seth et à l'issue de ce match, il devient officiellement le prochain adversaire de Roman Reigns à WrestleMania Backlash. Lors de l'événement, je le dis avec la plus grande sincérité que ce fut le meilleur match de Reigns au cours de son règne de champion. Niveau in-ring, ce match était parfait et marquait le dernier véritable combat de Reigns sans aucune intervention extérieure jusqu'à ce qu'il soit destitué de son trône à WrestleMania 40. Le niveau des deux rivaux était stratosphérique et méritait assurément une revanche, mais avec cette défaite claire, Rollins est intervenu pour attaquer le Suisse une fois de plus, l'éloignant à jamais de son rêve de devenir champion du monde à la WWE. Finalement, Cesaro aura un match à Hell in a Cell que Seth remportera avec un petit paquet, et la réaction de Cesaro à la fin du match en dit long sur son futur au sein de la compagnie. Car après sa défaite, il continuera sa pseudo-bataille avec Rollins pendant quelques semaines avant que celle-ci ne prenne fin après une défaite lors d'un épisode de SmackDown où il tentait de se qualifier pour le Money in the Bank. Puis Cesaro disparaît du jour au lendemain, retombant tout en bas de la carte. Complètement mis en retrait, il fait son retour lors des Survivor Series et participe à la Dual Brand Battle Royale qui sera remportée par Omos. Pour continuer sa chute, il participe au pré-show à Day One en équipe avec Ricochet et ils perdent face à Ridge Holland et Sheamus. Et finalement, le 25 février, il quitte officiellement la WWE après plus de 10 ans au sein de la fédération. Un véritable talent gâché qui aurait pu briller après sa défaite contre Roman Reigns. Le Suisse a été soutenu par tous ses mentors et de nombreux superstars du roster de la compagnie, mais il y avait toujours ce problème, ses promos peu attrayantes et peu convaincantes. Il n'a jamais su réellement se développer au micro, c'était son unique point noir à la WWE. Avec ce départ, le champ des possibles était ouvert pour Cesaro. Avec un grand palmarès et des talents de catcheur exceptionnels, toutes les fédérations indépendantes se battraient pour le récupérer. Avec l'AEW émergent et prenant de plus en plus de place au sein de l'industrie du catch, il était évident que Cesaro rejoindrait ses amis Jon Moxley alias Dean Ambrose à la WWE et Daniel Bryan devenu Bryan Danielson qui a fait ses débuts dans la compagnie il y a quelques mois lors de All Out. Et sans surprise, le 26 juin 2022 à Forbidden Door, il fait ses débuts à All Elite Wrestling où il remplace Bryan Danielson blessé pour affronter Zack Sabre Jr. et on apprendra le lendemain qu'il signe officiellement avec la compagnie. Très rapidement prisé et acclamé, Cesaro, redevenu Claudio Castagnoli, s'empare du titre de champion du monde de la ROH pour la première fois de sa carrière, ce qui représente son deuxième titre majeur en solo. Un véritable rêve pour les fans de la Ring of Honor qui ont permis à Claudio de se révéler avant de signer avec la plus grande compagnie de catch au monde, la WWE. Il conservera ce titre quelques mois avant de le perdre au profit de Chris Jericho lors de Dynamite Grand Slam. Parallèlement à ça, il fonde avec ses amis de la WWE Jon Moxley et Bryan Danielson le clan Blackpool Combat Club qui était mené à l'époque par leur mentor William Regal qui est depuis retourné à NXT pour retrouver son ancien poste et aider les jeunes talents. Avec ce clan, ils intègrent Wheeler Yuta et ont divers affrontements, notamment contre le clan de Chris Jericho l'Inner Circle qui offriront certains des plus grands matchs de l'histoire de la compagnie. Au sein de l'AEW, Claudio se révélera davantage dans le ring et spécifiquement au micro. En affinant ses promos, il devient vraiment bon au micro en main. En tout cas, bien meilleur qu'à la WWE. Avec sa rivalité contre Chris Jericho, il obtiendra une nouvelle chance pour le titre mondial de la ROH lors de Final Battle 2022 et retrouvera le titre autour de sa taille avant de le perdre au profit de son vieil ennemi, Eddie Kingston.
Concrètement, après cette victoire, Claudio n'a pas eu de rivalité intéressante à l'heure actuelle, ni personnelle ni avec son clan. Ce n'est pas qu'il ne soit plus attrayant, mais bel et bien parce que la compagnie est en déclin total niveau direction créative et mise sur une nouvelle génération. Oubliant leurs fondamentaux comme FTR, Darby Allin ou encore Ricky Stark, mis de côté depuis le départ de Punk car ce sont les amis du natif de Chicago, mais ce sont des histoires internes que j'aborderai un jour éventuellement. Après plus de 2 ans depuis son arrivée chez All Elite Wrestling, Claudio a accompli de grandes choses la première année, et même s'il fait maintenant partie des vétérans, son prime est loin d'être évolué et a encore assez de temps pour regagner les sommets. À mon humble avis, il restera très longtemps dans le ring en raison de son immense talent et de ses capacités inimaginables qui font de lui un catcheur de légende. Définitive, la vie de Claudio Castagnoli alias Cesaro n'a pas été facile. Trop souvent sous-estimé et peu mis en valeur, la WWE et spécifiquement Vince McMahon est vraiment passé à côté de son talent. Car malgré des difficultés évidentes au micro, on ne peut pas nier que Cesaro possède une aura incroyable avec les fans et mérite de pouvoir porter une compagnie à condition d'élever sa promo. J'espère qu'il fera un retour dans la compagnie de Stamford maintenant avec Triple H à la direction créative car il ne faut pas oublier qu'il était l'un de ses anciens poulains et mérite que le monde apprécie réellement son talent. À jamais sous-estimé et sous-évalué, Cesaro a marqué son époque dans le ring de la meilleure des façons et reste désormais un mentor pour la future génération. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu en commentaire, à lâcher un j'aime et à partager la chaîne, c'est très important pour la suite. Sinon d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une autre histoire, c'était Vince et merci à tous.